2, 1, action. So, for example, take communism. I have a dream. Alors, Monsieur Macron, vous avez perdu. Healthcare is a human right, not a privilege. La révolution, c'est d'abord l'irruption des masses sur la scène où se dessine son propre destin. Bonjour et bienvenue dans Prochaine à gauche, le premier podcast 100% objectif, bienveillant et rationnel. Le premier podcast d'extrême centre aussi. Parce que nous, on est vraiment pile au milieu. On aime beaucoup Bayrou. Pile au milieu. Ouais, très au milieu. Alors, donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un épisode 0, c'est-à-dire un épisode pour présenter le podcast. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on le fait, qui on est, quelle taille de caleçon mettons-nous, Et pourquoi on aime Bayrou? et pourquoi on aime Bayrou. Ça, c'est important quand même. Ça, je pense qu'on fera un épisode à part entière sur Oui. pourquoi on aime Bayrou. Oui, Bayrou, oui, tout à fait. On fera même un jingle Bayrou. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce podcast Prochaine à gauche? C'est une bonne question. Alors, déjà, on va le faire parce qu'on a envie de le faire. Tout bêtement. C'est un truc qui nous amuse. On aime beaucoup discuter de politique entre nous et on avait envie de le faire de manière plus léchée, plus construite, en ponçant nos sujets et en gardant une trace. Et aussi, l'idée, c'est qu'étant donné que on va surtout, sur ce podcast, approfondir des sujets qui nous intéressent, notamment ce qu'on avait pu faire dans les épisodes test que vous pourrez retrouver sur mytf1.fr. sur notre compte Twitter, c'était prendre des sujets comme on s'était beaucoup intéressé aux primaires démocrates et vraiment lire plusieurs articles dessus, faire de l'analyse et l'enregistrer pour en garder une trace. Mais c'était un sujet qui de base nous intéressait nous, personnellement, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et le fait de faire un podcast dessus, ça nous permet de se dire on va pousser l'analyse un cran plus loin, on va essayer de se renseigner un peu plus et de le faire partager avec des gens. Oui, puis évidemment, s'il fallait préciser, comme vous en doutez bien, on aime beaucoup la satire ici. On aime les blagues, un peu feng shui. Et du coup, on se considère pas du tout comme des experts, absolument pas. On aime s'appeler un peu des piliers de comptoir plus, vous voyez un petit peu les mecs qui refont le monde autour d'une bonne bière. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici, même si on n'aime pas trop la bière dans ces lieux, dans ces locaux. Voilà, on a un niveau d'expertise qui est pas proche de zéro, mais presque. On se targue pas d'être des experts et on vous invite à vérifier ce que vous entendez sur le podcast. Le but, c'est pas de faire de la vulgarisation, dans le sens où justement ça nécessiterait une position d'expert qu'on n'a pas, ni de faire vraiment de l'analyse, c'est plus du commentaire politique. Après, on est quand même des nerds de la politique, on s'y intéresse beaucoup, et si on fait ce podcast, c'est parce qu'on pense qu'on a des choses à vous apporter. C'est ça. En termes d'analyse, de contenu, de théorie, mais c'est plutôt, plus que de l'analyse ou de la vulgarisation, du commentaire politique. D'ailleurs, ça ne nous empêchera absolument en rien de faire venir des invités qui ont un vécu, une expérience, voire une formation qui pourrait rentrer dans une thématique qu'on a envie d'aborder tous ensemble. Et c'est un peu aller à contre-courant des médias politiques classiques, on va dire, qui préfèrent la technocratie, c'est-à-dire la parole d'un expert un peu autoproclamé. Voilà, un truc qu'on essaie de dézinguer avec ce podcast, c'est cette idée selon laquelle il n'y a que des gens qui auraient fait l'ENA ou je sais pas quelle Sciences Po, on voit beaucoup HEC, qui seraient légitimes à parler de politique. Nous, on pense que tout le monde est légitime à parler de politique, y compris nous, mais pas que nous, pas nous plus qu'un autre. Aussi, on fait ce podcast parce que, comme la plupart des gens qui font des podcasts ou des contenus, on adore s'entendre parler. Ah, on adore ça. On a des failles narcissiques qu'il faut combler. Du coup, on comble à travers le podcast et, du coup, et la maquilleuse. On va adorer s'entendre parler et on va adorer vous écouter, nous entendre parler. D'ailleurs, tous les soirs, on se réécoute avant d'aller dormir. Hein. C'est très important. C'est notre ASMR à nous. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que j'ai une voix qui berce. Ah, c'est vrai. J'écoute ma voix. D'ailleurs, je me masturbe. D'ailleurs, tu pourrais récupérer ton tableau de toi de 30 par 30. C'est disponible au tabac à côté là. Oui, parce que c'est les beaufs qui font des selfies. Nous, on fait des tableaux. Ah, on fait des tableaux, oui. Pas un on pose pendant 4 heures. Ouais. Merci d'ailleurs aux Beaux-Arts de nous avoir pris pour portrait. J'aime beaucoup ça. Donc, blague à part, c'est vrai que nous, moi, je sais pas toi, mais régulièrement depuis qu'on a ce projet, je me suis demandé, mais en fait, on est qui pour parler de politique? On a zéro légitimité, etc. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on le fasse. Parce que je pense que on ne devrait pas avoir ce complexe de se dire qui je suis pour parler de politique. Ça veut pas dire qu'on est à même de parler de manière intelligente de tous les sujets, mais simplement
déjà, en fait, quand on dit ça, quand on dit je suis personne pour parler de politique, ben, à moins d'être vraiment le parfait bourgeois qui a jamais eu de problème de sa vie, il y a des problèmes politiques qui te concernent. Nous, on a plusieurs identités, on va dire, je sais pas trop si c'est ça, qui ont pu nous confronter dans notre vécu à des problèmes politiques. Oui, on a plusieurs identités sociales. Et qu'on va développer après. Donc déjà, en tant que ça, on a une légitimité à parler de certains sujets. Bah, en fait, oui, puis il faut bien comprendre que pour nous, la politique, c'est pas affaire de raison. C'est pas la raison qui prime sur la politique. Donc le rationalisme. C'est d'abord ancré dans le pathos, c'est-à-dire l'émotion, et c'est en priorité des duels idéologiques. Parce que Bourdieu, quand il parle de la sociologie, il a employé le terme un sport de combat. Pour moi, la politique, c'est un peu un sport de combat. C'est un peu un cliché, mais je l'adore. Mais j'adore cette phrase, et qui demande à celui qui pratique ce sport, c'est-à-dire chacun d'entre nous, de puiser dans son expérience pour lutter pour son idéologie. Parce que c'est pas du tout affaire de raison, c'est pas du tout affaire de à qui aura le plus de diplômes pour au mieux évaluer une situation politique ou sociale. C'est l'affaire de tous, la politique c'est l'affaire de tous. Je pense qu'il y a aussi cette idée de la politique c'est un sport de combat, ça rejoint un des trucs, une des raisons qui moi perso me donne envie de faire ce podcast, dans le côté satire plus blague, c'est on réfléchissait tous les deux au début d'année, avant de lancer ce projet-là, à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire de la satire politique, mais principalement parce qu'on a envie de taper sur des gens qui nous énervent, des gens, des gens de droite, des gens riches, qui vont prendre la parole dans les médias, qui vont être omniprésents dans ces médias, et pour dire des saloperies, des conneries, que ça soit juste bête ou profondément taper sur des petites gens, quoi. Et ça c'est un truc qui nous rend fous, donc un des objectifs du podcast, pour moi en tout cas, c'est de cogner. C'est de la cogne. Et puis pour aller un peu plus loin, peut-être c'est aussi se réapproprier l'outil politique. L'outil politique, de plus en plus, bon, ça commence un petit peu à changer, mais pendant un bon moment, c'était vraiment l'affaire des plateaux télé. C'est-à-dire que la politique, c'était l'affaire de quelques hommes qui se branlaient sur le plateau télé de TF1, de LCI ou de autres, pour parler entre eux dans une forme de connivence tout à fait acceptable. Et ça, c'est pas de la politique, ça c'est quasiment rien en fait. C'est une absence même de politique puisqu'ils ne parlent pas en fait de ce qui est important, c'est-à-dire concevoir la société. Essayer de réfléchir à comment on va concevoir la société, comment on va organiser la société. Et bon, aujourd'hui ça change un peu, mais dès la sortie des années 90 jusqu'à à peu près 2000. Je vais dire n'importe quoi, mais 2017, 2015, on a eu cette idée que la politique n'existait qu'à travers une sorte d'empirisme où on devait prendre des décisions par rapport à un marché supposé véritable et vérifié. Et ça, c'est pas de la politique, ça, c'est de la comptabilité. Et la comptabilité, ça n'intéresse personne, sauf les masochistes, mais alors là, il faut aller voir un psychologue. Mais c'est ça en fait, la politique, c'est réfléchir au monde qui nous entoure et essayer de concevoir des alternatives de discours déjà et des alternatives sociétales à ce qu'on nous propose actuellement, et surtout combattre cette idée d'empirisme et de raison qui serait supposée vraie parce que c'est dit par la bouche d'une personne qui a une légitimité. On en revient à cette idée-là un peu. Voilà, une légitimité par le diplôme et une légitimité aussi par les médias, les médias dominants, les médias importants, qui donnent cette légitimité en les invitant sur le plateau, peu importe ce qu'ils disent, même si c'est complètement faux, même si c'est complètement arriéré. Moi je me souviens toujours de... c'était Ferry qui avait dit d'aller tirer sur les manifestants, c'était Ferry je crois, ancien ministre de l'éducation. On avait eu tout plein de trucs, on avait eu notre ministre du Travail qui connaissait pas combien de fois on pouvait renouveler un CDD, on avait eu un membre de la droite qui ne savait pas combien coûtait un croissant, enfin tous ces trucs là en fait, tout finalement c'était vu comme quelque chose d'un petit peu anecdotique, mais en fait qui montre parfaitement que ce sont des gens qui sont déconnectés de la réalité, voire qui ont une haine de la pauvreté, une haine des pauvres, une haine des manifestations, une haine de ce qui sort en fait de leur structure politique, qui est pour eux, rien ne doit sortir de là. Nous, un des objectifs, alors on prétend pas du tout être les premiers à le faire, ni les meilleurs à le faire, on sera pas les derniers. C'est de produire un discours qui justement ne vienne pas de ces sphères-là, avec ce podcast, sans forcément que ce soit uniquement un podcast à but intellectuel, puisqu'il y a aussi le but de se payer la tête de ces gens-là. Et pro-Bayrou. Ah bah évidemment, on a une pancarte, oui, on est les jeunes avec Bayrou. Voilà, c'est important, soutenez-les, les pauvres, ils ont des difficultés en ce moment, c'est très dur pour eux. Alors un dernier point, c'est que c'est un podcast qu'on fait avant tout, parce que là on a présenté plein d'idées, de contre-discours, de machin. La vérité, c'est que c'est un podcast qu'on fait avant tout pour se faire plaisir. Parce que ça nous éclate. On va parler comme on veut de sujets qui nous intéressent.
Et on espère que ça vous intéressera aussi. Et si c'est pas le cas, vous pouvez prendre la porte, mais amicalement. Oui, et prendre un anxiolytique. Dans la douceur. Dans la douceur. Toujours. Ah oui, non, pas de Et dans la violence. bienveillance. Toujours. On est neutre On et est bienveillant gentil. ici. Alors ici, on est gentil Oui. avec la police, Ah oui. avec on est l'extrême beaucoup. droite, Ah ça. avec les capitalistes, avec les patrons, Oui, c'est vrai. et même avec la gauche molle. Bah, d'ailleurs, au début, je voulais nommer ce podcast CFDT, mais apparemment, c'était déjà pris. Donc, on a dû trouver un truc qui faisait un peu plus funky pour les jeunes, là, parce qu'ils commencent à lire Marx et autres conneries, C'est ça, parce que, leurs par exemple, dons. La CFDT, Hmm. on peut considérer que c'est un syndicat de traîtres de classe, mais on ne le dira pas. Non. Ah, non. On ne dira pas que c'est des traîtres, Non. parce qu'on est dans la gentillesse, dans la bienveillance, et c'est ça qui compte. D'ailleurs, Monsieur Berger, si vous voulez un jour passer par chez nous, la porte Mais la porte reste est grande ouverte. ouverte. Mais oui, ouverte, voilà, avec un grand sourire, et toujours. Nous, notre porte, elle est ouverte à la gauche, Oui. à la droite, Oui. aux néo-nazis, Oui, surtout, oui, bien sûr. Et à Bayrou, surtout. et surtout à Bayrou. Oui, Notre objectif, voilà. c'est surtout un podcast qu'on Bah, en fait, fait, Bayrou 2022. Bayrou 2022. Voilà. Parce que de toute façon, si on ne le dit pas, ça va se voir. Bah, bien sûr. Mais oui, de toute façon, ils savent, les gens savent. Donc sur les sujets dont on va parler, nous ce qu'on aimerait bien faire c'est choisir des sujets qui sont pas forcément instinctivement reliés aux politiques, donc pour montrer des sujets qui peuvent paraître soit beaucoup trop banals, soit de la pop culture, soit juste du divertissement, où est la politique et quelle politique on y trouve. Donc on avait dans cette idée-là, dans les épisodes test, fait un épisode sur Naruto, la politique dans Naruto. C'est des idées comme ça. Prendre des sujets avec un angle d'attaque précis. On va essayer de faire des choses parce que justement on prétend pas être les meilleurs sur notre créneau, donc faire des choses qui sont pas traitées ailleurs pour pas se dire ouais mais en fait les gars votre épisode de 2 heures là vous avez fait 2 heures sur un truc qu'on peut trouver chez Usul, ça on s'en fout un peu. Oui. Donc Sans Usul, c'est trop de gauche. Usul dédicace, Voilà. parce qu'on sait qu'il nous écoute. Bien sûr, mais ça, c'est évident. Comme Philippe Martinez dédicace, on sait qu'il Ah nous bah, moustache, hein. écoute. Donc ce qu'on a parlé un peu tout à l'heure c'est que on va aussi essayer, vu que nous une des idées c'est de dire se réapproprier la politique. Le but c'est pas juste de se réapproprier la politique en parlant nous deux entre nous, c'est aussi d'inviter des gens. Donc on a des gens dans notre entourage qui sont dans d'autres militantismes que nous, qui s'intéressent à d'autres sujets politiques, ou des gens qui ont d'autres vécus que nous, des vécus que ça soit au travail, dans leur identité Social. voilà, qui sont confrontés à d'autres vécus que nous et qui pourront compléter ce qu'on dit ici. Même si ça reste notre podcast, donc on prétend pas qu'il couvrira tous les sujets. C'est pas vraiment le podcast intersectionnel du siècle ici. Non. On est entre hommes blancs Oui. et c'est un truc qu'on prétend pas dépasser. Faut le dire clairement parce que de toute façon ça c'est pareil, ça finira par se voir. Donc c'est un truc qu'on prétend pas dépasser, même si on va essayer de compléter un peu notre parole avec d'autres gens qui ont des choses à dire aussi que nous on verrait pas forcément, ou peut-être de manière moins profonde ou moins intelligente. Donc ça va être des gens qui soit juste sont là parce que ils ont travaillé dans telle branche et on va parler des conditions de travail dans telle branche, ça va être des gens qui militent dans tel orga ou qui pratiquent telle forme de politique que nous on maîtrise pas, ou des gens, on va aussi peut-être, le but c'est pas non plus d'être anti-intellectuel, on va peut-être, si on arrive à faire venir des gens qui sont sociologues ou étudiants en sociologie ou qui ont une expertise universitaire, on crache pas dessus non plus. On dit juste qu'il n'y a pas que ces gens-là qui sont autorisés à parler de politique. Sachant que pour être honnête, mais ça vous le verrez tout à l'heure, on est quand même très proche des milieux universitaires, nous. Et ben je pense que c'est le moment de passer aux présentations. Est-ce que tu te présentes en premier ? Bah écoute, avec plaisir. Donc cette douce voix suave que vous entendez et qui est pro-Bayrou pour déplacer le clivage gauche-droite qui nuit à la France depuis maintenant 50 ans. Et elle a raison. Et toujours, moi je me prénomme Leloup, j'ai 22 ans, je suis en 3e année de psychologie à l'heure actuelle. Et depuis quelques années maintenant, je suis hélas atteint d'une tare qui est la passion pour la politique. Alors ça vient pas de nulle part, je suis fils d'un ouvrier, d'une fonctionnaire syndiquée depuis sa plus tendre jeunesse, donc autant dire un environnement très à gauche. Et qui, du coup, depuis que je suis tout jeune, j'ai fait de nombreuses manifs. Ma première manif, c'était à 8 ans. Donc, ça fait un petit moment que j'avais demandé à ma mère d'aller en manif parce que c'était rigolo. Il y avait des saucisses et ça gueulait. Puis, il y avait plein de fumigènes. Enfin, bref, pour un gamin de 8 ans, c'est formidable. Amenez vos gosses en manif. Manif pas trop proche des cortèges parce que sinon, enfin, des têtes de cortège, sinon vous allez avoir des problèmes. Bref, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître finalement. Et la gauche a toujours été dans les discours de mes parents, surtout de ma mère, du coup, vu qu'elle était syndiquée et fonctionnaire
travailleuse sociale plus précisément, donc vraiment très ancrée dans des Je sais milieux pas à si on gauche. peut le dire, mais ta mère était pas syndiquée CFDT, quoi. Ah non, ma mère n'était pas syndiquée CFDT, elle était syndiquée Sud, donc autant dire un syndicat... Plutôt syndicat qui est pas là pour déconner. Voilà, hein, bon, disons qu'elle a dans les municipales et tout ça, elle ne vote jamais à gauche molle. Voilà. Donc, c'est de manière assez naturelle que moi, je me suis intéressé à la gauche. Alors, après un an terrible à droite, sorte d'adolescence à l'envers et de refus de la figure parentale, Freud m'en est témoin. Je me suis dirigé donc ensuite vers la gauche, d'abord assez douce, hein, comme je pense beaucoup de monde. Hein. Je me suis dit Hollande, c'était pas si mal. J'ai vu le quinquennat Hollande, je me suis fait bon, bah, au revoir. Et puis j'ai découvert Karl Marx et la découverte d'une pensée marxiste. Voilà. Un petit peu pour le story. Marx comme d'autres rencontrent Jésus. Mais évidemment, il m'a parlé. C'est la même barbe. D'ailleurs, il m'a fait un appel Skype quand j'avais 17 ans et j'ai discuté avec lui pendant plus de 3 heures. Voilà. Ok, parfait. C'est tout. C'est tout pour la présentation. Je te laisse te présenter aussi. Alors moi, c'est pareil, sauf que c'est pas pareil. Alors, c'est-à-dire que moi, je viens plutôt d'une famille qu'on pourrait dire de la classe moyenne supérieure, voire de la petite bourgeoisie, avec des parents qui boivent du champagne. qui boivent du champagne à chaque repas, même quand ils n'ont pas soif. Voilà. Parce qu'ils ont les moyens, monsieur. Et oui, et ils le montrent. Donc une famille de la classe moyenne supérieure, voire de la petite bourgeoisie. J'ai commencé ma vie politique en étant de droite. Je vais le dire tout de suite, j'ai voté Bayrou, puis Sarkozy en 2012. Tu vois, Bayrou, ça revient à Bayrou. Puis j'ai été un peu à la fac, j'ai fait un an de sociaux, ce qui fait que j'ai quelques vagues souvenirs qui peuvent me servir parfois politiquement. Et après ça, j'ai arrêté la fac parce que je voulais devenir artiste. Je voulais devenir auteur, c'est toujours la vocation que je poursuis en ce moment. Donc j'écris de la fiction, j'écris parfois des textes un peu plus politiques, j'écris du rap et je fais du théâtre d'impro, donc c'est grosso modo mes activités au quotidien. Et sauf que quand je me suis barré de la fac pour devenir artiste, j'ai aussi, que ce soit pour des raisons personnelles ou quoi, coupé financièrement les ponts avec mes parents, même si aujourd'hui on s'entend très bien et tout, mais en tout cas il a fallu bouffer. Et donc je me suis prolétarisé sur le tas, on va dire. C'est-à-dire que arrivé à l'âge adulte, j'ai fait les boulots de merde en auto-entreprise. J'ai très longtemps été largement en dessous du SMIC. Je suis toujours très largement en dessous du SMIC. On peut citer ou pas les boulots que tu as fait rapidement ? Ouais, j'ai été rédacteur web d'abord. Et vous allez voir sur le palmarès, c'est le truc qui sonne le plus bourge. Et c'était le truc où j'étais le plus salement payé. Donc j'ai été rédacteur web, j'écrivais des textes variés. J'ai écrit à peu près 400 jaquettes de DVD de cul. Ça c'est beau. Mais pas que, des notices d'alarme incendie, des bios de stars pour gala. Ma notice d'alarme incendie, c'est toi qui l'as écrite ? Peut-être. Il faudrait que je vérifie. Et ça, j'arrivais vraiment pas à en vivre. Donc ensuite, je suis devenu livreur pour une start-up locale, qui est type Deliveroo mais locale. Je commençais déjà à bien me gauchifier, notamment via les vidéos Usul. J'avais déjà lu un peu Lordon, Frio, les trucs un petit peu hype dans la gauche jeune en ce moment, j'ai l'impression. Alors qu'ils ne sont pas jeunes, enfin sauf Usul. Ouais, sauf Usul, mais que je renie pas du tout. Hein. C'est juste des auteurs qui marchent, puis tant mieux. Lordon et Frio. Donc j'avais déjà ces idées-là, je me disais plutôt anarcho-communiste, mais ça s'était jamais traduit en actes jusque-là, je très peu manifesté. Et donc les conditions de travail étaient tellement du foutage de gueule chez la petite start-up du coin pour qui on livrait avec les copains. Il a fallu commencer à résister, ça a été mes premières expériences syndicales, donc on a surtout beaucoup râlé, écrit des ultimatums avec des menaces, on n'a pas trop passé à l'acte. Les menaces évidemment étaient douces. Et oui, gentil. Des menaces d'ordre syndical, genre on va faire des blocages, on va arrêter de bosser, etc. On a quand même réussi à boycotter 1 ou 2 services quand il y avait du verglas, alors qu'ils voulaient nous envoyer au casse-pipe, ça j'en suis pas peu fier. Mais voyant que ça prenait pas trop l'organisation un petit peu syndicale, même si on n'avait pas formé officiellement de syndicat, mais on essayait de se regrouper contre les patrons, ça marchait pas trop, et après plusieurs engueulades avec les patrons, j'ai claqué la porte, je suis allé chez Uber Eats, et c'est un peu fort de cette expérience d'essayer de faire du syndicalisme sans expérience ni sans vraiment de formation. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je me rapproche d'un vrai syndicat. Et quand j'ai été salarié pour la première fois, donc en tant que caissier dans une grande surface, je me suis syndiqué à la CGT Commerce. Je suis toujours syndiqué à la CGT. Aujourd'hui, je suis chômeur. Mon contrat a pris fin. Je vis un peu ma meilleure vie après les boulots de merde, pour l'instant. Mais voilà, donc politiquement, j'ai un peu de mal à me définir, moi, parce que j'aime pas trop cette idée d'être enfermé vraiment dans un truc, genre je suis tel machin de telle tendance, mais je suis très clairement très intéressé par le marxisme,
plutôt à tendance syndicaliste révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, même si, parce que je me méfie des partis et que je milite uniquement dans un syndicat. Après, c'est un truc qui peut-être évoluera au fur et à mesure de ma pratique, de mes lectures, etc. Mais en tout cas, ma pratique militante et politique, moi, elle est syndicale. C'est-à-dire, c'est la grève, c'est le tractage avec le syndic, et les manifs aussi. J'ai aussi filé des coups de main quand il y avait des blocus à la fac juste à côté de chez moi. Toi, tu y étais, Quelle notamment. fac? Quoi? D'où? Qui? Oh là là. Oui. Voilà, toi, politiquement... Bah, moi, je me définis un peu pareil, donc un peu anarcho-communiste, avec des tendances un peu municipalistes, par-ci, par-là. C'est un peu compliqué, parce que il y a des trucs qui m'intéressent dans tout, bon, sauf les stalls et les Mao, je suis désolé, mais vous avez des problèmes. Mais du coup, oui, voilà, donc en gros, les mots qui reviennent souvent dans notre lexique un petit peu militant et un petit peu politique, c'est la volonté d'atteindre la liberté des travailleurs et des travailleuses ou des prolétaires, la fin du capitalisme, contrôle des moyens de production. Pour moi, c'est vraiment le truc central. C'est joli, oui. La fin de l'état bourgeois, une destruction des classes, du coup, pour ne plus avoir de classe, atteindre une répartition des richesses, une autogestion et sans passer par un parti souverain. Donc ça, c'est un peu ce qui nous plaît tous les deux. On a une peur en fait du parti. On se rejoint là-dessus sur une méfiance vis-à-vis de la forme vraiment du parti. Bon, évidemment, il y a plein de petites choses, on en reparlera plus tard, mais là c'est vraiment pour faire les grosses lignes un petit peu de notre pensée. Puis moi au niveau militant, puisque notre combat est d'abord sur le terrain, je pense en tout cas, donc j'ai dès mes débuts à la fac participé à des mouvements nationaux, donc contre la loi travail absolument incroyable sous Hollande, donc la loi El Khomri. La fête à Macron en 2017. On est allé à Paris. On est allé à Paris. On a vu des camions brûlés, mais on n'a rien à voir là-dedans. Mais on a vu des camions brûlés, c'était terrible. Ça fait un peu militantisme Instagram de montre nos photos de vacances. Oui, on était à Paris. C'était sympa. Il faisait super chaud d'ailleurs. C'était horrible. On crevait de chaud, c'était horrible, hein, franchement, aucune terrasse, terrible. Donc ensuite après, contre la loi Vidal, Parcoursup, qui a été un gros mouvement étudiant des premières années Macron, et contre la réforme retraite, là, il n'y a pas longtemps. Donc pourquoi je dis que d'abord notre politique, elle se fait d'abord sur le terrain, parce que on y apprend beaucoup en fait en allant à la recherche des militants, on y voit les syndicats, on discute pendant les assemblées générales, c'est-à-dire là on se réunit tous pour décider de nos moyens d'action. On découvre les gilets jaunes, autrement que par les médias qui en font des tableaux absolument incroyablement mauvais et tristes. On y voit des vieux militants et vieilles militantes, des vieilles syndiquées comme ma mère évidemment. On partage et parfois on hausse le ton, bref on fait de la politique directe sur le terrain. On voit par nous-mêmes quelque chose qu'on peut apercevoir que très rarement, l'autogestion dans la lutte et l'importance de notre voix dans les structures de lutte. Ça, je pense que c'est un truc qui est intéressant, qu'on n'a pas trop dit au début, on en a parlé à moitié, c'est cette idée qu'en fait, on n'est pas tant dans l'idée de dire on rejette complètement tout le savoir universitaire, tous les trucs comme ça, plus que dans le fait de dire, nous on s'intéresse au fait que le savoir, c'est pas que le savoir des livres, c'est pas que le savoir théorique, et que on considère que des gens qui vont être des militants, par exemple ouvriers, qui n'ont pas lu 15 000 bouquins, mais qui ont des bases théoriques, et qui ont milité toute leur vie, ils vont avoir une forme d'expertise politique, qui est celle du terrain. Et oui. Donc on considère que l'action, ça enrichit ton communisme, ton marxisme, je sais pas trop comment on peut dire, ton gauchisme. Ton gauchisme. C'est comme les jeux de rôle ou les RPG, là, c'est votre barre marxisme, gauchisme, ça monte plus vous faites des actions militantes. Voilà. Au moins autant que la théorie et les livres, même si on crache pas dessus, c'est intéressant d'avoir la théorie pour structurer sa pensée, et aussi le vécu comme forme de savoir. Oui, c'est ce qu'on revient encore une fois à l'expérience, l'émotion, c'est-à-dire quand on a été... Bon, nous on a eu la chance de pouvoir participer à ces mouvements, la chance c'est un petit peu l'honneur aussi, puis c'est très intéressant puisqu'on peut voir plein de gens différents, avec un parcours différent, même quand ils viennent à peu près du même milieu social que vous et moi. Et du coup c'est très intéressant parce qu'on n'a pas la même vision du mouvement, on n'a pas la même vision de la lutte, mais du coup on doit quand même trouver quelque chose, on doit quand même discuter, on doit parfois hausser le ton comme je l'ai dit, ça amène à des chamailles qui sont évidemment nécessaires en fait, qui sont nécessaires à l'apprentissage de la politique. Je tiens à dire que même là-dessus on se présente pas comme des experts, on a et on continue de militer
De manière, moi j'ai pas honte, je suis assez fier de mon militantisme, mais il y a toujours des gens qui sont beaucoup plus impliqués que nous dans la vie de leur parti, de leur syndicat, de leur orga, donc on prétend pas être des champions du militantisme. Non, on participe avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Voilà. Alors, c'est tout ce qu'il y avait à dire dans la présentation, je pense. Oui, je pense aussi. Hop, une seconde. Les deux gauchias, elles parlent, mais elles oublient un petit truc. En effet, il n'y aura pas que de présents lors des futurs podcasts. Il se peut que d'autres personnes soient invitées, et ces personnes pourraient être récurrentes, alors je vais moi aussi les introduire. Je fais d'abord allusion à moi, Alexandre, plus connu sous le nom de MC Vilou, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. C'est moi l'ingé son et le monteur des podcasts. Mais si, vous savez, celui qui enlève tous les blancs et les E, là. Je suis étudiant en 2e année d'information communication, et contrairement aux deux autres qui sont plutôt ce qu'on peut appeler des hauts potentiels dans le milieu, je ne suis spécialiste de rien. Je m'y connais un tout petit peu dans plusieurs domaines, quoi. Je serai surtout là quand il y aura besoin d'apporter des précisions dans le domaine de la com ou de l'info, mais si je parle pas de ça, considérez que je suis là juste car je suis un weeb, un gamer ou qui avait besoin d'une figure de prolo. L'équipe se compose également de PA, le copain de Lelou, jeune psychologue de la PJJ chargé de maintenir le moral des troupes à flot, et il se peut que le frère et la copine de Ed, Benjamin et Audrey, fassent également leur apparition dans le podcast à un moment ou à un autre. Voilà, c'était juste une petite précision sur la composition de l'équipe de Prochaine à Gauche, je vous laisse sur la suite du podcast. Donc on va passer au dernier point. Donc comme tous les petits gauchistes, on a des termes qui vont être un peu du jargon. On en a plein. Plus ou moins du jargon, qu'on a tendance à utiliser à tort et à travers. Et donc on n'a pas envie que ce soit un frein pour les gens qui nous écoutent. Donc on va définir les termes. Maintenant c'est des définitions vraiment juste pour que vous ayez une idée de quoi on parle. On vous invite à aller vous renseigner. Je pense qu'on mettra quelques sources en description de la vidéo. Moi j'ai des sources sur les notions que je vais définir. C'est dans mon livre. C'est dans ton livre, évidemment. Donc on va vous définir quelques notions. Je te laisse commencer. Ok. Pour pas que ce soit un frein au fait de nous écouter. Alors, donc on a employé plusieurs fois le terme marxisme. Alors du coup, je vais définir ce qu'est le marxisme. Donc le marxisme, c'est un courant politique né au 19e siècle et fondé sur les idées de Papa Noël, et Karl Marx. Elle est d'abord une philosophie qui se place dans le cadre du matérialisme. Alors le matérialisme, c'est assez simple, c'est-à-dire que toute chose est matière. Donc que tous mouvements sociaux et historiques sont issus des conditions matérielles d'existence des individus. Par opposition à une vision qui serait idéaliste, où ce qui conditionne les mouvements sociaux, ce seraient les idées. Voilà. D'un coup, on a la belle idée du pacifisme, donc il va y avoir des mouvements pacifistes. Très platonicien, voilà. Finalement. On a des idées démocratiques, donc on va faire la révolution. Non, nous on pense que ça prend racine dans le développement de la société matérielle, dans ce qui se passe concrètement dans la vie des gens. Tout à fait. Dans des termes un peu plus simples, en gros, c'est ce qu'on vient de dire. Donc ça veut dire que les idées, les mouvements sociaux et les structures sociétales, donc les structures sociétales, c'est tout ce qui compose la société, toutes les structures, par exemple les structures politiques, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, tout ça en France, les structures hospitalières, les structures, bref, vous avez à peu près compris l'idée, sont déterminées par les conditions matérielles dont dispose une société. Donc en fonction de la puissance économique, en fonction des différentes conditions matérielles et en fonction des différents outils dont la société dispose, elle peut plus ou moins... La technologie, voilà, etc. Elle dispose plus ou moins elle a des idées plus ou moins ancrées, etc. Donc, selon le marxisme, du coup, l'évolution des modes de production résulte des rapports de domination entre une classe dominante, dirigeante, la bourgeoisie, et une classe dominée, opprimée, le prolétariat. Du coup, le marxisme, c'est une philosophie qu'on peut qualifier de révolutionnaire, qui appelle à la fin du capitalisme et à l'avènement du communisme. Les deux sont entremêlés, quoi. C'est une philosophie qui, contrairement à d'autres partis pris philosophiques, ne se limite pas à décrire le monde. C'est-à-dire le marxisme, il cherche à décrire le monde, il cherche à analyser scientifiquement, c'est l'objectif, la marche de l'histoire, mais c'est aussi une philosophie qui a pour but d'impacter cette marche de l'histoire, ou au moins de faire advenir plus vite la nouvelle société. Tout à fait. Et donner des armes, en fait, aux personnes qui composent la société pour lutter contre le capitalisme. Alors, le capitalisme, c'est quoi ? Eh ben, le capitalisme, c'est de la merde. Mais ça peut être aussi défini comme une structure économique et sociale basée sur la production infinie de richesses et qui permet à une classe d'individus de s'accaparer la totalité des richesses. Donc, la bourgeoisie, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est un système qui est inégalitaire, car donnant des avantages à ceux qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire ceux qui possèdent les usines, les entreprises, les biens fonciers, etc. Donc on nomme la bourgeoisie. Et du coup, la bourgeoisie, elle est en contradiction avec le prolétariat, ou les travailleurs, les travailleuses. Donc c'est une classe qui sont certes majoritaires en termes de nombre, il y a évidemment bien plus de prolétaires que de bourgeois. Le prolétariat qui est défini par le fait que
le prolétaire, c'est celui qui ne possède que sa force de travail. Exactement. Elle est minoritaire en termes de puissance politique, de capital économique et social. C'est-à-dire qu'elle travaille pour la bourgeoisie, mais ne possède pas les moyens de production. Elle ne possède pas les usines. Par exemple, Renault, elle possède pas les usines. Ceux qui travaillent à Renault ne possèdent pas les usines Renault. Ils ne possèdent pas les machines qu'ils utilisent pour créer les voitures. Pour l'instant. Pour l'instant, j'espère que ça changera. Ils ne possèdent pas non plus un capital foncier très important. Généralement, c'est un appart, une baraque et c'est fini, quoi. Donc vraiment, ils ne le possèdent pas toujours. Hein. Ils ne le possèdent pas toujours. Genre moi, ma baraque, je ne le possède pas, je suis en location. Voilà, il y a la location, puis évidemment, il y a toujours cette peur d'hypothéquer sa baraque parce que tu n'as plus de thunes. Donc il n'y a pas cet héritage capitalistique. Donc en fait, ils sont dans une forme, on est plutôt dans une forme de dépendance vis-à-vis de la bourgeoisie. Donc du coup, le communisme, donc, c'est pas un idéal, mais bien un mouvement naturel vers lequel la société va se diriger pour mettre fin à un ordre établi, comme le capitalisme a mis fin à la seigneurie. Ouais, la féodalité. À la féodalité, merci, je ne trouvais plus le mot. C'est des mouvements naturels, donc ce qu'on peut appeler une forme de loi d'entropie, c'est-à-dire que toute chose viendra à mourir. Voilà, Marx, c'est pas tant que oui et non, ça dépend des textes, qui prescrit quelque chose en mode c'est ce qu'il faut faire les gars et c'est vers là qu'il faut aller, qu'il analyse ce qui lui semble être le développement naturel de la société. Pour lui, c'est au moins autant de l'analyse que de la prescription. Tout à fait. Le marxisme, donc, donne des clés de compréhension quant à l'histoire et aux luttes sociales. Car selon cette philosophie, je pense que vous l'aurez compris, l'histoire a toujours été qu'une lutte perpétuelle de classes. Ça n'a pas été les mêmes classes, notamment au temps de la féodalité, c'était clairement pas les mêmes classes, mais ça a toujours été une lutte de classe entre ceux qui possédaient les moyens de production et ceux qui en étaient dépossédés. Donc par exemple, un exemple très simple, lorsque vous voyez une grève dans un entrepôt, et je pense que vous en avez vu pas mal, ce sont des prolétaires, des ouvriers qui luttent pour garder le moyen de production, qui devrait leur revenir mais qu'ils n'ont pas, apporté pour subvenir à leurs besoins, puisque c'est le seul revenu dont ils disposent. Dans le cas d'une délocalisation, du coup. Dans le cas C'est-à-dire, on va retirer l'entrepôt pour aller faire travailler des gens qui seront moins bien payés, et donc les ouvriers se retrouvent au chômage. Avec tout un principe de concurrence entre travailleurs à travers différents pays. C'est ça la mondialisation aussi. Voilà. Donc, il y a un gros problème qui se pose, c'est comment on met fin à la bourgeoisie, comment on peut mettre fin à cette classe qui possède tout. Puisqu'elle possède tout, il faut mettre fin à la propriété privée. Mais alors là, tout de suite, on arrive dans le sujet qui fâche. Alors, la propriété privée, pourquoi ? Parce que la bourgeoisie ne se base que sur ce pouvoir de maintien et de possession des moyens de production pour avoir son pouvoir politique et social. Cela ne veut pas dire que chacun d'entre nous, si on met fin à la propriété, pourra prendre la télé de l'autre, toquer chez votre voisin et prendre la télé. Non, ça c'est pas ça la fin de la propriété privée. On mettra... non, parce que ce que les gens qui vont dire ça ont tendance à pas comprendre, c'est la différence entre propriété privée, qui est le fait de pouvoir toucher des bénéfices du fait de posséder un moyen de production, et propriété d'usage. J'ai une brosse à dents chez moi, elle me sert, donc je la garde. C'est ça. Donc, un autre exemple, vous possédez une maison. Vous possédez une maison, bravo, vous êtes propriétaire de la maison, toutes mes félicitations. Vous avez beaucoup de choses encore à payer. Vous en avez l'usage, puisque vous vivez dans cette maison. Mais une fois que vous décidez de déménager, vous n'avez plus usage de cette maison, vous n'en avez plus la nécessité. Donc, elle va être redistribuée à la communauté, à quelqu'un d'autre qui en a le besoin. Et en fait, c'est ça, la fin de la propriété privée. Puisque on est dans une forme de propriété privée, les bourgeois peuvent et disposent d'énormément de maisons, qu'on appelle les maisons secondaires. Et ça ne leur sert à rien, puisque la quasi-totalité du temps... Et ça, on prend. Voilà. Elles ne sont pas utilisées. Sachant qu'on a des problèmes de logement, notamment à Paris. Puis même un manoir pour vivre à 4, ça on peut faire quelques apparts dedans, quoi. Un petit peu d'appart, ça ferait pas de mal. Donc pour terminer, et pour préciser, on ne devient pas un bourgeois ou un prolétaire. Nous sommes déterminés par le milieu social d'où nous venons. C'est-à-dire que nous héritons socialement, et pas biologiquement, j'emploie le terme héritage, ne pensez pas Darwin, nous héritons socialement des caractéristiques de nos familles, tant sur le plan culturel, c'est-à-dire sur l'héritage culturel, que sur le plan foncier. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, la reproduction sociale dans les études supérieures, que vous pouvez voir sur l'INSEE, parce que l'INSEE fait ça tous les ans, tous les 2 ans, je ne sais plus précisément. C'est-à-dire que la bourgeoisie va se donner les postes à haute fonction, tandis que le prolétariat n'aura que des miettes. C'est toujours les mêmes. C'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. C'est toujours les mêmes qui accèdent aux études supérieures. Contrairement à des fables un peu libérales qui pourraient faire penser que, comme tout le monde a les mêmes droits, qu'on est en méritocratie, si celui qui est prolétaire aujourd'hui, il se bouge un peu le cul, demain, ça sera facile pour lui, ou au moins en s'arrachant bien,
d'être un bourgeois, de posséder une entreprise, une multinationale, d'être multimilliardaire. Ça, Oui, c'est des conneries. Le fameux mérite qui n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, au lieu de cette idée libérale qui ferait que selon ton mérite, tu grimpes ou tu descends les échelons, ce qu'on observe dans l'histoire, c'est plutôt que les mêmes gens, les mêmes familles vont rester au pouvoir, tandis que les mêmes familles vont rester en bas de l'échelle. C'est ça. Même si des fois, il y a des gens qui vont pas avoir de chance et qui vont chuter en bas de l'échelle, et des gens qui vont avoir des opportunités et qui vont grimper l'échelle. Mais ces opportunités, c'est pas lié à leur mérite, même si ça enlève rien aux gens qui se sont arrachés et tout, c'est pas... Mais ils ont eu à un moment une opportunité, un coup de bol, une bonne rencontre, etc., ou plusieurs qui les ont fait grimper. C'est tout à fait ça. On vous incite, je pense, évidemment, à lire de la sociologie, notamment Bourdieu. C'est le conseil de gauchiste le plus vague du monde. Mais oui. Lisez des sciences humaines. Lisez des sciences humaines, c'est exceptionnel. Donc lisez Marx. Pour mieux comprendre le déterminisme social, puisque c'est ça dont on parle. Complètement. Car chaque classe possède ses codes, qui permet à l'individu, naturellement, de déterminer si oui ou non la personne en face d'elle est de sa classe. Donc par exemple, des caractéristiques sociales d'un bourgeois, je fais quelques exemples, et vous en avez plein en tête. Naturellement, vous en avez plein en tête. Quand je vous dis bourgeois, vous pensez à quelque chose. Eh bien, regardez. Sur cette question de reproduction sociale de les élites restent les élites, Bourdieu, il est très bien. Sur d'autres questions de déterminisme, peut-être même de déterminisme plus précis de qu'est-ce qui nous pousse à faire nos actions, etc., on peut conseiller Lordon. On peut conseiller Lordon, on peut aussi conseiller Le Denis. Le Denis Colombi. Le Denis Colombi qui aime beaucoup sur Batman. Twitter, c'est très bien. Ça, c'est terrible. Pour expliquer, alors Denis Colombi, lui, son idée, c'est de dire que, grosso modo, les gens font... Alors, c'est pas forcément son idée à lui, mais c'est à partir de là qu'il travaille. Les gens... Il y a une rationalité derrière les choix des gens. Les gens ne font pas les choses parce qu'ils sont débiles. Les pauvres vont pas au McDo, parce que c'est l'exemple qui revient souvent, parce qu'ils sont débiles. Il y a une rationalité dans le fait d'aller au McDo. Il y a une rationalité dans le fait d'aller acheter du Nutella. Il avait beaucoup travaillé sur les émeutes là, du Nutella. Donc il y a cette idée que spontanément, surtout sur une personne un peu bourgeoise, on va regarder ces gens, on va se dire ils se ruent sur du Nutella, c'est des beaufs, voilà. C'est des animaux, c'est des débiles. Denis Colombi, lui, il explique qu'il y a une rationalité dans le fait de vouloir donner du Nutella à ses enfants, notamment parce que c'est un luxe et un moyen de leur faire plaisir à bas prix, accessible pour les classes populaires, et que c'est logique du coup de se ruer dessus quand il est encore à plus bas prix, par exemple. Tout à fait. Et du coup, pour en revenir à nos classes, c'est-à-dire que vous avez plein d'exemples en tête de ce qu'est la bourgeoisie. Hein, vous imaginez plein de choses. Par exemple, faire du golf, aller dans les musées, se tenir droit à table. Donc ça, c'est toutes les pratiques culturelles pratiques culturelles de classe de la bourgeoisie, employer un langage soutenu, assez complexe, vivre dans une grande ville, par exemple Paris, le 16e arrondissement, avec un bel appartement. Par exemple, les pauvres, les beaufs, on les reconnaît au fait qu'ils tiennent leur putter n'importe comment et qu'ils savent pas quand utiliser leur bois 5 au golf. Mais voilà, c'est ça, c'est terrible. J'ai absolument pas du tout j'ai absolument pas compris ce que tu m'as dit. Tu ne viens pas d'une famille de la petite bourgeoisie, tu n'as jamais joué au golf. Je n'ai jamais joué au golf. Alors si, il y a des petits trucs pour les prolos, c'est les mini-golf. Voilà. Mais toi, tu fais la version où il faut passer en dessous du moulin. Voilà, c'est ça. Moi, je fais la version prolo. Mais moi, j'ai ma carte d'abonnement au golf de Pulnois, je vous recommande. Donc voilà, donc par exemple, même le sport, et ça, Bourdieu en parle très bien, même le sport, c'est codifié culturellement, c'est codifié socialement au niveau des classes. C'est pas les mêmes qui jouent au foot et qui jouent au golf. Évidemment. Ah ça, le foot, ça c'est un peu compliqué, mais oui, tout à fait. Et, par exemple, même le tennis c'est un sport bourgeois. Ouais. Bon, ça s'est un peu popularisé, notamment grâce au MJC, grâce aux associations, dans les petits villages, etc. Dont j'ai Ma grand-mère, elle y jouait chance. alors qu'à l'époque, ils étaient encore pauvres. Oui, après, mais c'est encore particulier. Mais le golf, par contre, ça c'est vraiment une caractéristique de la bourgeoisie. Donald Trump par exemple aime beaucoup le golf, mais ça ce n'est pas étonnant. Obama aussi d'ailleurs. Bref, donc vraiment il y a des caractéristiques et vous en avez plein d'ailleurs en tête. Je pense que peut-être que parmi les exemples qu'on vous a cités, il y en a peut-être quelques-uns que vous avez déjà pensé. Les vêtements aussi, évidemment, c'est très important. La tenue vestimentaire, le choix des restaurants, comment on parle d'argent aussi, rien que le fait de parler d'argent, comment on perçoit l'autre aussi, parce que les rapports ne sont pas les mêmes entre les différentes personnes, et aussi parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on ne croise pas la bourgeoisie comme on croise une autre personne de notre classe. C'est beaucoup plus difficile de croiser un bourgeois quand on est prolo que de croiser un prolo quand on est prolo. Parce qu'ils sont dans des lieux dont l'accès, même si c'est pas toujours de manière aussi claire que si tu y vas alors que t'as pas assez d'argent, il y a un vigile qui te pète la gueule. Oui. Ils sont dans des lieux dont l'accès est restreint. Tout à fait. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les 2-3 termes que je voulais élucider avec vous. Et maintenant nous allons parler des trucs un peu moins funky. Alors, toi t'as un peu identifié où est-ce qu'on se situe avec le marxisme.
Moi, je vais plutôt parler des gens qui sont moyennement nos copains, Voire très très moyen. voire Enfin, très pas nos copains. Ouais. Donc on va y aller progressivement, c'est-à-dire toi tu peux parler des trucs cool, moi je vais parler du truc moyen cool, qui peut être de la merde. ça peut être cool de un petit temps. Les quoi. SOSDEM. Ah là 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 là. Alors là, SOSDEM, si vous êtes débutant dans les milieux gauchistes, et c'est un truc que vous avez vu popper partout, on vous dit quoi ? Alors apparemment Mélenchon c'est un SOSDEM, François Hollande aussi, mais pas toujours. On va vous expliquer ça. Alors, SOSDEM c'est l'abréviation de social-démocrate. Il y a plusieurs problèmes pour définir ce terme, le premier étant que social-démocrate, c'est un terme qui est souvent remplacé par socialiste dans notre société, alors qu'en fait à la base, le socialiste c'est une très grande famille de pensée critique du capitalisme. Voilà. Dont on fait partie. Donc on fait partie, nous on est des socialistes, mais pas des socialistes, Hollande. voilà, nous Ou Sego. on ne traîne pas avec Manuel Valls, ça Non. veut pas dire ça, ça veut dire qu'on est critique du capitalisme. À la base, l'anarchisme est un socialisme, le communisme est un socialisme. Aujourd'hui c'est utilisé pour parler des sociodémocrates, voire des sociolibéraux, donc vraiment de l'aile la plus molle À gauche. de la possible. gauche. Ouais. Mais à la base, le terme a une signification beaucoup plus large que ça. Le terme social-démocrate, lui, il vient du SPD allemand, qui avait à la fois des revendications sociales et démocratiques. À ce moment-là, le terme désigne surtout un type de parti de gauche, un parti populaire, qui est fortement structuré et proche d'organisations comme les syndicats. Il s'appuie là-dessus. Et un peu moins révolutionnaire que le KPD par exemple. Oui, mais au tout début, je sais pas s'il y avait déjà une scission, parce que justement c'est là que j'allais en venir. Au sein de ce parti, on trouvait aussi bien des révolutionnaires que des réformistes. Dans le SPD, au début, il y avait des marxistes révolutionnaires et des réformistes. Donc l'idée du SPD s'appelait AC et ça essaime à travers l'Europe. Il y a plusieurs partis sociodémocrates qui se créent en Europe. Oui. À la base, Lénine, c'est un social-démocrate russe à tendance révolutionnaire. Après qu'il se soit séparé de la social-démocratie, la branche révolutionnaire de la social-démocratie dans beaucoup de pays se divise et prend le nom de communisme. Les réformistes, donc ceux qui veulent soit renverser, soit atténuer le capitalisme par les voies parlementaires, la démocratie, la réforme, ils gardent l'étiquette social-démocrate. Enfin, la social-démocratie, c'est aussi un mode d'organisation politique. C'est, grosso modo, on vit dans une social-démocratie en France, c'est un mode d'organisation politique qui vise à adoucir le système capitaliste en y incluant du socialisme. Par exemple, la sécurité sociale. Comme la Sécu. Donc, il va y avoir l'État prend en charge des choses comme la protection sociale et la redistribution des richesses. Mais légère. Via l'impôt. La redistribution des richesses assez légère. Vers de C'est ça. plus en plus légère. Donc pour résumer, le SOSDEM, donc social-démocrate, ça peut à la fois désigner un parti populaire de masse, fortement structuré et proche des syndicats, ça c'est surtout un terme qui était fin du 19e, la branche réformiste du socialisme, qui souhaite abolir le capitalisme progressivement par des réformes, et un type d'organisation sociale où on garde le capitalisme, mais on l'adoucit, on fait des APL, On fait des jolies pancartes. on fait... non mais il y a des trucs en vrai de notre Oui, social-démocratie tout à qui fait. sont pas mal. Tout à fait. Genre par exemple les APL, le RSA, etc. C'est de la social-démocratie, c'est de la redistribution L'assurance des richesses. chômage aussi, évidemment. L'assurance chômage, par l'État. Donc nous, en général, quand on utilise le terme SOSDEM, on se réfère plutôt à la deuxième définition. C'est-à-dire qu'on va parler de gens qui sont vraiment de gauche, on peut dire, comme Sanders ou Mélenchon, mais qui ne sont pas révolutionnaires, qui veulent réformer. Quand vous nous entendez nous dire SOSDEM, en général, on parle de socialistes réformistes. Donc si le sujet vous intéresse, il y a une vidéo de Minute Rouge sur le sujet, on la mettra dans le lien de la description, je pense. Globalement, je vous conseille leur chaîne, je sais pas si t'as déjà regardé. Non, pas Je crois du que tout. c'est les mêmes mecs que Courant anarcho-stalinien. Enfin moi, c'est par eux que j'avais découvert. D'accord, ok. Et c'est des vidéos Je les super aime bien, courtes ouais. qui démocratisent des sujets de gauche. Ok. Donc on vous engage à aller regarder, ça veut rien dire. Le libéralisme. Ah, ça on aime moins. Ça on aime moins. Là Là, on n'aime on va pas. pas faire le fascisme. Non. On fera une autre fois. Mais ça prend du temps, le fascisme. Et ça prend du temps, c'est compliqué. Là, Mais c'est les neuneux. ça c'est l'ennemi. Ça déjà, le libéralisme, c'est l'ennemi. Ah, tu m'étonnes. Le libéralisme, c'est une doctrine qui prend racine dans les textes de Locke et Montesquieu et qui met l'accent sur l'individu et sa liberté. Pour l'époque, c'est assez sympa parce que c'est une époque où l'individu il est beaucoup brimé par des structures comme l'Église, le La système royauté, de le caste, de la féodalité, Mhm. la monarchie de droit divin. Donc le libéralisme, à un moment, c'est une force de progrès qui va renverser ces anciennes castes. Qui était de gauche à une époque. C'est ça. Historiquement, c'est l'idéologie de la bourgeoisie. Donc tant que la bourgeoisie est une classe révolutionnaire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle devienne la classe dominante, c'est plutôt une force de progrès. Son pendant positif, c'est le libéralisme politique, donc c'est tout ce qui concerne à renverser des structures oppressives.
son pendant négatif, c'est le libéralisme économique qui prône notamment la déréglementation du marché, qui est censé fonctionner de manière optimale tout seul, c'est de la merde, et le fait que l'État laisse faire le business. La fameuse main invisible, quoi. La fameuse main invisible. Qui est un fantasme du libéralisme. Voilà, qui est l'idée que le marché se régule tout seul. Voilà, ça n'existe pas. La preuve avec le Covid, par exemple. Donc l'individu dans la conception libérale, il dispose d'un libre arbitre. Il fait ses propres choix, rationnellement, et il est donc responsable de ce qui lui arrive. S'il échoue, c'est de sa faute. S'il grimpe les échelons, c'est dû à son mérite. Qui s'oppose au déterminisme social. Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la méritocratie. Sauf que ça exclut les structures, parce que même s'ils sont égaux sur le papier, un fils d'énarque à Paris et un fils de chômeur creusois, ils n'ont pas les mêmes chances de finir président de la République. Je vous déconseille la Creuse au passage. Lorsqu'on parle de réforme libérale, on parle surtout de réformes qui lâchent la bride au privé, donc comme les déréglementations, la baisse des taxes, voire qui augmentent sa part dans l'économie, comme la privatisation. Oui. On parle aussi de réformes qui diminuent le rôle de l'État, notamment dans ce qu'on appelait la social-démocratie, c'est-à-dire qu'il redistribue moins les richesses, en prenant moins aux riches par exemple via la suppression de l'ISF, ou en donnant moins aux plus démunis via la baisse des APL. C'est un exemple. Toujours en utilisant les mêmes argumentations, en invoquant la dette, en invoquant le marché. Voilà. Et il le fait pas en disant que c'est méchant, il le fait en disant que ça va réparer l'économie, voilà. Que ça va stimuler le marché, que ça va stimuler la croissance. Il dit pas on donne plus aux riches pour donner moins aux pauvres. Voilà. Globalement, il y en a. T'en trouves des gens qui n'ont pas la case de la communication, mais dans l'ensemble, il dit pas ça. Ensuite, lorsqu'on critique une position militante comme étant libérale, ça nous arrive assez souvent, c'est parce qu'à notre goût, elle nie les structures sociales. Par exemple, les gens qui disent les gens vont au McDo parce qu'ils sont bêtes. Ils nient tout le déterminisme social qui pousse les gens, notamment, mais pas que les gens des classes populaires, à aller au McDo. Ou les gens sont au chômage parce qu'ils ont fait une bêtise. Voilà, ou c'est de leur faute. Voilà, c'est de leur faute. Mais alors ça, par contre, c'est pas trop, les gens sont au chômage parce qu'ils ont fait une bêtise, c'est pas trop les mouvements militants qui disent ça. En général, c'est le pouvoir. Oui, c'est le pouvoir. Ils ont pas assez bossé, par exemple. On parle aussi de mouvement libéral quand c'est un mouvement qui cherche pas à modifier les structures du capitalisme libéral, mais simplement à mieux placer les individus dedans. Donc c'est beaucoup une position qui va pas mal être moquée sur Twitter, les gens qui veulent plus de femmes PDG. Donc il y a beaucoup de blagues sur par exemple les gens qui disent ah ça serait tellement mieux s'il y avait plus de femmes flics, plus de femmes qui pilotent des drones pour tuer au Moyen-Orient. Enfin voilà, on ne remet pas en cause le système, on va juste chercher à inclure de la diversité dedans. Autre point qui va caractériser pour nous un mouvement libéral, c'est ceux qui voient la société comme un ensemble d'atomes dotés de libre arbitre. Si plus personne n'achète de Made in China, ce sera fini les usines avec des enfants dedans. Oui, le fameux... oui, on revient au libre arbitre, oui, tout à fait. Ce qui va souvent avec la culpabilisation du consommateur. Si tu manges de la viande, tu es un assassin. Pisser dans la douche pour régler le problème du réchauffement climatique. Merci Extinction Rébellion. Qu'on peut entendre chez certains mouvements végétariens. Oui, vegan, même Extinction Rébellion, qui sont des mouvements libéraux écolos, quoi. Mais not all vegan. Moi je tiens à le dire, parce que sinon ma copine elle va me taper, parce qu'elle est anarchiste, matérialiste et vegan, et elle aimerait pas qu'on dise que tous les vegans c'est des mouvements libéraux. Alors que la responsabilité pour nous, c'est avant tout celle du producteur, de ceux qui se goinfrent sur cet état de choses, qui en profitent, pas de ceux qui vont consommer McDo, mais de ceux qui font des dividendes sur McDo, et des responsables politiques qui les laissent faire. Je finirai ça sur une citation de Lordon, qui pour moi résume très bien, en tout cas moi ce que je pense. Les agences... Avec l'accent. Non, je sais pas faire une imitation de Lordon. Les agents se comportent toujours comme les structures dans lesquelles ils sont plongés les poussent à se comporter. Donc ça sert à rien de faire des appels à la morale, à la vertu des gens, en leur disant « faites un effort », c'est pas gentil de manger de la viande, si on arrête tous d'un coup ça va s'arrêter. Il faut chercher à peser sur les structures. Il faut chercher à imposer sa volonté aux producteurs, aux multinationales, à imposer des volontés politiques et aussi à imposer des volontés politiques à l'État. Et toujours se poser la question de pourquoi une personne a tel comportement. Et le problème des mouvements, oui complètement, et le problème des mouvements militants libéraux, c'est qu'ils vont avoir tendance à beaucoup mettre sur l'éthique et la morale, et c'est très dépolitisant. Oui. Si t'es comme ça, t'es méchant, mais tu peux faire l'effort d'être gentil. Alors que si t'es comme ça, c'est dû aux structures, et on peut chercher collectivement à les changer. Ça, c'est politique. Tout à fait. Ça, c'est du salaire. Ça, c'est... Ah oui, attention, Frio va arriver dans pas longtemps. Et ben, du coup... On finira sur... Il y a l'ingé son qui nous fait des gestes pour nous dire que ça fait du temps. Bah moi, je trouve que c'est pas mal. On avait dit entre 40 minutes et 1 heure, ça fait 50 minutes. Oui, on n'est pas... Sachant que sur les épisodes test, à chaque fois, on avait au moins dépassé de 40-45 minutes nos objectifs. On s'aime beaucoup, du coup on parle beaucoup. On s'aime beaucoup, on aime beaucoup s'entendre. Du coup, là maintenant, on va faire du remplissage pendant 20 minutes, juste pour faire chier l'ingé son.
Donc on va parler de oui, là il me fait des fuck, oui, et la tendance marxiste-léniniste. Niquez-vous. C'est ça. Harry Potter et le marxisme-léninisme. Non, on va arrêter avec Harry Potter, sinon je vais m'énerver. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous a vendu le projet, on vous a fait un pitch. Voilà. Alors là, il n'y a pas de PowerPoint, mais pensez PowerPoint. On a fait du benchmarking. On a disrupté le communisme. Et si Et ça ça, vous c'est tente, beau. si ça vous plaît, on vous invite à nous rejoindre dans les épisodes suivants. Et à voter Bayrou. Et à voter Bayrou. Grosse bise. So, for example, take communism. I have a dream. Alors, monsieur Macron, vous avez perdu. Healthcare is a human right, not a privilege. La révolution, c'est d'abord l'irruption des masses sur la scène où se dessine son propre destin. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Vous êtes contentés en groupe, en troupeau, de voter contre, de lever la main en cadence comme des Playmobil. Expliquer dans le monde dans lequel ils vivent et puis dire pourquoi il faut détruire le capitalisme qui tue la planète et qui va achever l'humanité si ça continue. Vous détruisez le travail, vous détruisez les territoires, vous détruisez les vies et vous détruisez la planète. Si vous n'avez plus aucune légitimité, le peuple, lui, a entièrement celle de résister à sa propre démolition.